En juillet 2023, un groupe de 15 étudiants et étudiantes se sont rendus à Naples 2 semaines pour découvrir cette ville du sud de l'Italie. Son histoire remonte à l'Antiquité, les Grecs furent les premiers à s'installer là-bas. Sa position entre deux volcans actifs en fait une ville où les sols sont très fertiles, et sa position face à la mer Tyrrhénienne lui permet de rapidement devenir un centre commercial, culturel, philosophique et politique d'envergure au cours de l'histoire. Naples est tragiquement connue comme la ville voisine de Pompéi ravagée en 79 après Jésus-Christ par une éruption du Vésuve. Cependant, il y a bien plus menaçant, les champs Flégréens, l'ensemble de volcans situés au nord-ouest de Naples, qui pourraient décimer l'ensemble de la ville et de ses habitants en cas d'éruption. La surveillance volcanique est donc un enjeu de taille à Naples. Néanmoins, en cas d'évacuation, est-ce que les Napolitains et Napolitaines seraient-ils prêts et prêtes à partir ? Et est-ce qu'ils ont conscience de ce danger ? C'est avec ces questions en tête que nous sommes partis au départ, mais ce que nous avons découvert sur place, c'est que le problème est bien plus profond et complexe que ce qu'il en a l'air. Moi je m'appelle Gabriel, je suis au département de géographie de l'école normale supérieure. Moi je m'appelle Bastien et cette année j'étais en L3 de géosciences à Jussieu, à Sorbonne Université. Je m'appelle Anna, je suis en L3 de géosciences. Je m'appelle Madeleine et je suis en M1 d'histoire de l'URSS. Moi c'est Nelly, j'ai fait une BCPST et ensuite je suis rentrée à l'ENS au département de géosciences. En fait je suis intéressée par la biogéochimie et en particulier par la modélisation en biogéochimie. Voilà, moi c'est Lise, en fait j'ai un peu un parcours similaire à Nelly, c'est-à-dire que j'ai fait une prépa BCPST et donc après je suis rentrée en L3 de géosciences. J'aime bien les interfaces, les paléoclimat, paléo-environnement, mais tout ça lié à la géologie. Bonjour, je m'appelle Emma Fanta Bagayoko, j'étudie l'histoire de l'art et l'archéologie à la Sorbonne, je suis en 3e année de licence. Moi c'est Vincent Bugia, je suis étudiant en géosciences à l'ENS, je suis passionné par la terre solide, j'ai fait mon petit stage en géomagnétisme, puis donc j'aimerais plus tard faire de la recherche qui concerne en tout cas la terre solide et ses applications. Alors moi c'est Nelly Wang Moussissa, je suis en première année en géosciences à l'ENS aussi. Et moi ce qui m'intéresse c'est donc la télédétection et ses applications en géophysique. Je viens de finir mon petit stage aussi en télédétection et puis plus tard on va commencer par un doctorat et on verra pour la suite. Moi je m'appelle Lucie, je suis en L3 au département de géosciences à l'ENS. Les cailloux, les volcans, les glaciers, le terrain en général, beaucoup. Et moi c'est Romain, je suis en maths à l'ENS Paris-Saclay. Et j'aime bien tout ce qui est maths, à part que j'aime pas les stats. 4 personnes ne vous ont pas encore été présentées. Il y a d'abord Chloé et Enzo, tous deux étudiants à l'école polytechnique. Et enfin, et ce sont peut-être les protagonistes les plus importants, les 2 personnes qui nous ont permis d'y voir plus clair sur le terrain. Simon, doctorant en tectonique au laboratoire de géologie de l'ENS, et Ercilia, doctorante en archéologie à l'université Frédéric II de Naples. Nous sommes d'abord allés à Pompéi et Herculanum. Nous avions alors 2 objectifs. Le premier était de réaliser l'ampleur des dégâts que peuvent produire une éruption volcanique. Le second était de voir quel regard les campaniens portent sur ces sites. Nous avons tous et toutes été impressionnés de la grandeur du site de Pompéi et de la conservation de certains matériaux à Herculanum, notamment le bois et le métal. Ces 2 premières visites étaient aussi l'occasion pour Madeleine, Anna et Mafanta de commencer à réfléchir sur leur sujet. Alors, le sujet c'est l'architecture sismique, enfin antisismique et antivolcanique. Et voilà, parce que séisme et volcan et activité volcanique c'est lié. À Naples, à Pompéi, à Herculanum. Et aussi l'évolution un petit peu, enfin comment cette architecture est aussi le symbole de l'évolution des mentalités par rapport aux risques sismiques et volcaniques à Naples, Pompéi, Herculanum. Et en fait, Pompéi et Herculanum, ça permet d'avoir une vision plus du 1er siècle après Jésus-Christ et avec les fouilles, comment le risque a été anticipé pour conserver les fouilles. Et Naples, c'est plutôt pour la partie contemporaine et moderne. Pour avoir une expérience plus complète de Pompéi et de Herculanum, nous nous sommes rendus au musée archéologique de Naples dès notre retour. En fait, beaucoup d'œuvres et d'objets ne sont pas conservés sur site, mais ont été amenés depuis plusieurs siècles à Naples pour être mieux conservés et ne pas être pillés.
siècle. Il y en avait pas mal du 4e et du 3e et du second aussi. Mais... Ouais. Et voilà, donc très sympa. Et moi j'ai bien aimé qu'on ait visité Pompéi et Herculanum avant, parce que du coup, en voyant les objets qui appartenaient au villa qu'on a visité ou en revoyant les objets qui avaient été reproduits dans les villas qu'on avait visités, bah, c'était assez. On arrivait bien à s'imaginer. Et c'est vrai qu'avant ça, quand je voyais par exemple une mosaïque, j'avais du mal à m'expliquer qu'elle était par terre, ou quand je voyais une peinture, j'avais du mal à m'expliquer que toute la villa était peinte comme ça. Et c'était assez sympa finalement. Et il y a des assez belles choses, surtout au niveau de la partie mosaïque à côté du cabinet secret. J'ai beaucoup aimé le Lion, très beau musée, très beau plafond. Merci Victor Emmanuel II et Garibaldi, dictateur, comme c'est écrit en haut, pour cette belle collection. Après cette partie de l'expédition très tournée vers l'archéologie, nous avons rencontré des chercheurs du centre Plinius pour discuter de l'urbanisme à Naples, de la répartition du risque et de la transmission de l'information des scientifiques aux habitants et habitantes. Cette discussion a été très enrichissante et nous a permis d'y voir plus clair sur les enjeux de l'urbanisme à Naples. Ça a notamment servi à Enzo et Chloé pour leur sujet. De base, on voulait surtout partir pour étudier l'architecture et l'urbanisme, parce qu'on avait vu une architecture très particulière, notamment un espace assez anarchique. L'idée d'articulation entre espace public et espace privé, il y a toute une partie du centre de Naples qui est classée à l'UNESCO. La particularité de Naples avec ces logements qui sont les bassis, qui sont des tout petits logements et qui sont très projetés sur la rue. Puis aussi Naples, c'est une ville qui a assez peu d'espace public, très peu de parcs à Naples. Il y a la mer à côté, mais qui est très peu exploitée. En fait, dans une ville au bord de la mer, on a l'impression qu'elle n'existe pas. C'est aussi une ville touristique, mais on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure pour les touristes. Donc en fait, c'était tous ces paradoxes qui nous intéressaient bien. C'est aussi, je pense, une ville qui est modèle pour beaucoup de choses, au sens où, par exemple, sur la question des inégalités sociales, en fait, on a des écarts sociaux entre les quartiers qui sont extrêmement marqués. Par exemple, entre les quartiers de Mergellina et du Posillipo qui sont extrêmement riches et le reste de la ville qui est beaucoup plus pauvre. Donc je pense que c'est aussi une ville qui exemplifie beaucoup de choses dans pas mal de domaines différents des sciences sociales. En plus du point de vue des chercheurs du centre Plinius, nous avons partagé une après-midi avec les étudiants et étudiantes en géosciences de l'université Frédéric II. C'était l'occasion pour nous de leur présenter nos stages et nos recherches sur le terrain, et d'en apprendre plus sur le domaine du volcanisme et de la pétrologie. On nous a alors conseillé d'aller visiter le cratère d'Astroni et la Solfatara, la zone des champs flégréens assez lunaire avec une activité importante de fumerolles. Et donc ça, c'est qu'il y a une énorme huche. Ces visites étaient aussi l'occasion pour Nelly et Lise de travailler sur leur sujet de recherche. Alors, Lise et moi, on a travaillé sur le croisement entre le risque volcanique et le risque des feux de forêt. Donc, en gros, ce qu'on a cherché à voir, c'était le contexte de végétation sur les volcans et au bord des volcans. En fait, les volcans, c'est des terres qui vont être très très fertiles et donc la végétation va se développer. Mais aussi on est à Naples, donc dans le sud de l'Italie, c'est un climat méditerranéen qui est très sec et qui est très propice aux feux de forêt. Sur la région, c'est aussi un endroit assez pollué. En fait, ça permet aussi de faire l'interface entre ce qui est nature et l'espace anthropique par l'homme, très pollué de toutes les manières possibles. Donc déjà avec la pollution urbaine plus classique et même une agriculture assez intensive. En tout cas, les sols sont vraiment anthropisés. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait là sur le terrain ? En fait, on a essayé de faire l'écologie, enfin toutes les espèces qu'on pouvait retrouver en faisant des transects, c'est-à-dire en gros des lignes entre 5 et 10 mètres dans le paysage, en essayant d'observer toutes les espèces qu'on pouvait voir, les recenser à différents endroits. Donc nous on s'est vraiment concentré du coup sur les zones volcaniques et beaucoup moins sur la ville, donc on a fait ça sur plusieurs volcans. Après le cratère d'Astroni, dont l'appellation réserve naturelle WWF est très discutable et très intéressante, nous sommes allés visiter le cratère du Monte Nuovo, qui a la particularité d'être le vestige de la dernière éruption des champs flégréens.
C'est trop stylé. Tu veux pas nous dire ce que t'as en face de toi? Du teuf, wesh. Ainsi que beaucoup de végétation. Ainsi que finalement un cratère. Du Monte Nuovo. Yeah. T'as une énorme poche et au-dessus plein de petites poches partout. Ouais. Mais le magma il remonte parce qu'il est peu dense. Ouais. Et aussi parce qu'il y a des contraintes qui s'appliquent et tout. Donc en fait possiblement il y a plein de petites chambres magmatiques au-dessus de l'énorme qui se remplissent. Mais tant qu'elles sont pas assez remplies ou tant que c'est pas assez différencié. Ah oui, elles sont pas toutes la même taille et du coup. Elles sont pas toutes la même taille, elles ont pas toutes la même composition. Ouais. On peut peut-être le voir comme genre, Capitaux. Genre plein de boutons qui sont à côté et parfois t'as juste un bouton qui sort du puits et les autres non. Suite à ces visites et avant les dernières activités prévues par Hamster, nous avons eu 2 jours dédiés à nos projets de recherche. Personnellement, j'ai choisi de travailler sur la représentation du Vésuve, à la fois dans l'art et du point de vue de la société napolitaine, des Napolitains. Je me suis attelé pas mal sur les représentations artistiques depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et aussi en observant dans les rues ce que je pouvais voir de la représentation du Vésuve dans les cafés, dans les bars et aussi dans l'esprit des Napolitains. Moi je suis venu pour justement approfondir un peu cette notion de risque. C'est vrai qu'on n'est pas hyper nombreux des sciences humaines et je trouve ça intéressant d'avoir justement cette approche très, très humanité et très science sociale que permet la géographie sur le risque. Et justement, c'est ce que je disais avant, de l'enrichir de vraiment un rapport très proche aux géosciences et vraiment au côté volcanologie. Et donc j'avais pas vraiment d'idée a priori, sinon cette approche générale sur le risque. Et en étant à Naples, je crois que ce qui m'intéresse, et en ayant discuté avec pas mal de gens, notamment les chercheurs du centre Plinius, ce qui m'a le plus intrigué, le plus interloqué, c'est la part qu'a l'informalité dans la gestion du risque et dans l'anticipation du risque. Et voilà, en quoi le contexte de Naples est particulier par rapport à ça, et comment est-ce que ça s'est pris en compte. Un groupe s'est aussi rendu à Ischia pour profiter des points de vue que cette petite île idyllique offre. Fui lateriera cataggio incontrata, fui lateriera a Tolete, ignorassi, t'aggio voluta bene a te, tu m'hai voluta bene a Ischia. Du coup on a pris un bateau depuis le port de Naples, hyper ric-rac, on a réussi à l'avoir. Donc on a traversé la mer, on a passé dans toute la côte, c'était stylé. Finalement on est arrivé au port d'Ischia, mais finalement pas grand chose à voir, enfin pas de plage où on pouvait se baigner. Du coup on a décidé logiquement de faire une petite randonnée et qui nous amenait nulle part, mais on a pu apprécier des petites cabanes et des petites installations dans le bois. Et après avoir combattu des araignées et plein d'autres trucs dans la forêt, on a pris un bus au hasard, on s'est retrouvé à Foro, un truc comme ça. Et là on s'est baigné, on a pris une pizza et là on repart vers Puzzol, Inch'Allah, si on a le ferry. Pendant ce temps, Romain et moi avons décidé de nous rendre sur un dépôt volcanique pour étudier des failles. Dans un premier temps, notre projet ça tournait autour des failles. On était parti on a fait un beau gis avec pas mal de cartes. Repérer des failles en avance dans le train, pour que quand on arrive on puisse faire des journées où on va directement sur le terrain, quoi. Et en fait on a été sur le terrain la première semaine, on n'a rien réussi à voir parce qu'il y avait trop de végétation. Et là cette semaine on a fait un deuxième terrain à partir de photos d'un article de Stefano Vitale. Et on a vu les failles, mais... Enfin, c'était pas ultra impressionnant, je pense qu'il n'y avait pas grand chose à étudier. C'était de la microtectonique et moi je m'y connais pas trop. Je pense qu'on allait rentrer dans un truc assez bourbier, comme on dit.
Et du coup, sur le terrain, Lucie m'expliquait pas mal de choses que moi je connais pas. Et du coup, on a un peu eu un coup de cœur sur un autre truc, c'est les figures de charge. Donc c'est quand le volcan, quand il expulse plein de choses, pour faire avec des mots simples, il y a des gros cailloux qui tombent dans les cendres qui sont assez aqueuses. Et en fait, ça fait qu'elles écrasent un peu, et donc ça fait que les couches de niveau, elles font elles s'écrasent au niveau de la bombe. Et le but, c'est d'étudier un peu ces formes-là pour savoir plein de choses. Ça peut être les masses des bombes qui tombent. Ça peut être, parce que des fois elles sont même plus là, donc on peut pas savoir grand chose. Ça peut être, peut-être la viscosité du magma, ça peut être plein de choses. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Nous avons clôturé notre voyage par 2 sorties. La première dans un parc archéologique sous-marin et la deuxième au sommet du Vésuve. L'archéologie sous-marine était un moyen pour Nelly Wong et Vincent de mettre en évidence les mouvements verticaux du sol qui ont amené les vestiges à être engloutis. Nous, avec Nelly, on a travaillé sur les mouvements verticaux dans la baie de Naples. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant parce que ça rend compte, si vous voulez, des futurs phénomènes éruptifs. Donc, par exemple, dans la caldeira des champs flégriens, on peut prédire, pourquoi pas, les futures éruptions en fonction des rehaussements ou de l'affaiblissement de la hauteur des mouvements verticaux. Et donc, on s'est pas mal renseigné au niveau de l'université de Frédéric II. On a eu pas mal de contacts avec des chercheurs. Alors sur le terrain, c'est un peu dommage. On n'a pas trop vu de vrais mouvements verticaux, en tout cas physiquement. Surtout qu'au début, ce qui nous intéressait pas mal, c'est justement comprendre qu'est-ce que c'est qu'un mouvement vertical, comment on le voit par exemple à Naples. Au final, on a pu le voir quand même en allant sous l'eau et en essayant de voir les marques des mouvements verticaux qui sont passés. Et notamment, on s'est aussi intéressé à la notion de bradyséisme qui est vachement présente dans la région de Naples et qui en fait tout simplement les mouvements verticaux très lents qui ont pour origine, des origines discutées, mais notamment l'emplissement de la chambre magmatique qui est associée au champ flégréen et donc la surréaction du sol qui est sous-jacent. C'est beau là. Les jardiniers, ça pourrait exister. Hein. C'est vrai que pour 400 mètres de plat, on a peut-être été un peu surpris, mais heureusement que c'était la fin de la journée, qu'il faisait pas trop chaud. Et qu'on avait des pêches, pour ma part en tout cas. Non, tout va bien. Si jamais on arrive à attraper le dernier guide, puisque le dernier est parti en fait, donc ils vont peut-être en affréter d'autres au dernier pour nous. Ils affrètent un guide. Ouais, ça se dit pas affréter? C'est plutôt pour les bateaux quoi, non? Ouais, moi je le dis ouais. Je suis là-dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre ceux qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font sur le chemin. Et voilà. Belle journée. Belle vue. Dicite in cielo a sta compagna vostra che ha perduto suonne a fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia e io non ci volesse dicere ma non ci saccio dire. A voglia bene, a voglia bene assai,
dicite in cielo voi. Lise, tu peux nous... C'est moi qui commence. Ouais, faire un petit point. Bon, et enfin, on va dans une charmante petite boutique avec des gens très accueillants, très mignons. Je préfère ouvrir pour dire que nous sommes le 12 juillet 2023. Nous sortons d'une boutique joliment nommée Mini Market. Mini Market. Et genre, ayant une petite fringale, tu vois, normale. Il y a une partie du groupe qui va au mini-market et qui nous envoie du coup leur localisation afin qu'on puisse les rejoindre et partager un moment convivial. Donc nous arrivons à Naples, on se pose dans le mini-market et a priori déjà il n'y a pas beaucoup de choses qui sont inscrites sur la carte, qui sont réellement disponibles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait on commande tous à peu près alors de la salade qui est composée de tomates, de salade et de jambon. Et pour aussi à côté des panini avec du jambon, de la tomate et du fromage. On accélère peut-être un peu là. En tranches. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on finit notre délice, notre repas. Mais on fait trois différents. Et du coup, mais en fait là, c'est la douche froide quand la note arrive. On est suivis là actuellement. Et là, c'est la douche froide effectivement. Alors pour une table de 4 personnes, c'était 150 € pile. Alors on essaye de sortir du restaurant en voyant qu'on s'est fait bien baiser. On est suivi par la police. C'est quoi le mec? Mais je suis là. Mais non, mais ne courez pas. Le mec avec son tablier, Bettina, il nous voit pas. On a tellement l'air suspect. On a payé 150 balles, c'est vraiment des chiens. Ça me tue. Ouais, donc là on se fait courser par des napolitains parce qu'on a payé 150 balles. Ça suffit pas d'après eux. On a prévenu tout le quartier, on est dans la sauce. On s'est séparés là.